Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samira Keroa, merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler dans les chroniques de Ouiem. Samira Keroa, qui êtes-vous? Salam alaikum. Et ben Ouiem, déjà c'est à moi de te remercier de m'avoir invité. Qui je suis? Ah, tu commences fort en fait parce que c'est une question. Est-ce que les gens savent qui ils sont? En tout cas, j'ai fait un très grand travail tout au long de ma vie. J'ai un parcours où j'ai fait des études de médecine, des études également de psychologie en parallèle. Donc j'ai eu la possibilité en fait dans ma vie de pouvoir associer les deux. Et étant bercée en fait dans l'islam depuis toute petite. D'ailleurs, votre nom me dit quelque chose. Ah oui, Keroa, oui, il tout me à fait. semble que D'accord. c'est un petit peu connu. Oui, Pourquoi? alors en fait, j'ai fait partie en fait des premières personnes qui portaient enfin pas qui portaient le voile, mais qui portaient le voile et qui ont eu des problèmes dans les années 89-90 à l'école, notamment au collège. Et puis j'ai fait partie des premières exclues de l'école. Avec toute la polémique qu'il y a eu autour du voile. Donc à l'époque, merci Jospin, merci toute la classe politique d'avoir permis de m'exclure, parce que en fait finalement, malgré toute la souffrance qui a pu être, parce que bon là j'en présente un petit peu. Particulièrement dur d'être exclu de la sphère scolaire du fait de sa pratique religieuse. Oui, alors en plus, pour quelqu'un comme moi qui aimait énormément l'école, énormément en fait, pas que l'école, en fait c'est la connaissance, puisque ça va se perpétuer jusqu'au bout. Et puis je cherchais à devenir médecin, donc pour moi l'école c'était fondamental. Je voulais faire médecine déjà à l'époque. Et d'être exclue, en fait j'ai pas compris, parce que j'avais une évolution spirituelle. Qui était, alors ça peut paraître complètement fou, mais à 7-8 ans, c'est vrai que même si mes parents n'étaient pas fondamentalement de gros pratiquants, parce qu'ils étaient revenus pas longtemps avant dans l'islam, mais j'avais vraiment un vrai questionnement, des lectures propres, donc heureusement j'ai pu accéder à des livres, donc j'aimais lire, et j'ai découvert des choses sur l'islam, et qui m'apportaient énormément, c'est-à-dire c'était une véritable recherche, la recherche d'être dans la question du sens. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre, le Dieu créateur, vraiment apprendre à le connaître et être dans cette proximité. Donc vous avez cheminé dans votre spiritualité, voilà. ce qui a donné lieu à une pratique. Voilà, une pratique. Donc, tout à fait. Clairement, pour qu'on comprenne, vous étiez voilée. Voilà, et j'avais commencé à faire la prière, j'avais commencé vraiment à mettre les échelons, c'est-à-dire la prière, j'avais commencé également à faire le ramadan très tôt, à l'âge de 10 ans, et donc le voile m'est apparu comme une nécessité, voilà, une évidence également pour mon âge, c'est-à-dire que c'était tellement fort, je ressentais ça tellement fort. En fait, pour moi, c'était très simple. Quand j'ai connu ça, en fait, en plus, on était en Algérie en vacances à ce moment-là, et il y avait toutes mes tantes qui s'étaient voilées dans la foulée. Et donc j'avais toutes les tantes, beaucoup de sœurs de ma mère. Et 1 an ou 2 ans avant, elles le portaient pas. Et là, en fait, je les ai trouvées tellement belles. Et j'ai questionné, et j'ai demandé, mais pourquoi en fait porter le voile, je comprenais pas. Et là on me dit, c'est l'enseignement de Dieu dans le Coran et tout ça. Et pour moi en fait le Coran c'était, en fait j'avais cette conscience de Dieu, un Dieu amour, qui vraiment nous apporte tout ce qu'il faut pour nous. Et qui nous expliquait la marche à suivre dans le Coran. Donc pour moi, c'était la parole de Dieu. Pour moi, elle avait d'emploi de la vie. Voilà. Et c'était très important. Mais je me suis dit, mais si Dieu l'a demandé dans le Coran, pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui le portent? Pourquoi? Et c'était sans jugement, hein, parce que après, bon, voilà, j'ai compris après qu'il y avait des cheminements, tout ça. Et mais moi, c'était tellement une évidence. Dieu demande, on fait, tu vois. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc vous n'avez pas pu voir la contradiction entre le fait de faire des études, ou en tout cas de s'intéresser d'un point de vue intellectuel à vouloir cheminer au niveau de ses connaissances, et le fait d'être dans la pratique religieuse. Pour moi, j'étais dans quelque chose de très naturel. C'est-à-dire que la connaissance me rapprochait de Dieu, parce que je lisais des choses dans l'astronomie et tout ça. Et je lisais des choses également, j'allais à la bibliothèque, j'empruntais déjà des livres sur le corps humain. Je trouvais ça tellement formidable, ça me rapprochait de Dieu. Et donc voilà. Et j'ai voulu le porter. Mes parents m'ont mis quand même le haut là en me disant, pas sûr que cette fois-ci, parce que là c'est pas la prière, c'est pas le ramadan, c'est plus visible déjà. Exactement. Et on est dans une identité affichée. Et en plus, et surtout c'est quelque chose qui impliquait des choses, même si à l'époque il n'y avait pas vous n'aviez pas conscience de la portée et de l'impact que vous auriez au niveau par la social, suite. parce qu'il n'y avait pas autant de problèmes, et les problèmes sont nés à ce moment-là. Concrètement, ça a donné lieu à quoi? Et ça a donné lieu à 3 mois de harcèlement au collège, avec après c'est tout un tas
de choses que je reviendrai dessus dans l'écriture d'un livre en préparation, Inch'Allah. Et en fait, l'exclusion. Purement et simplement. Ce qui était sympa, c'est quand j'ai été exclue, qui a été confirmé par le recteur de l'académie, le recteur en fait avait après envoyé une lettre à mes parents en disant non mais rappelez-vous que l'école est obligatoire. Donc c'était marrant parce qu'il avait justifié l'exclusion. L'école est obligatoire et jusqu'à 16 ans, alors il faut que votre fille soit scolarisée. Alors mes parents disaient c'est marrant, ils ont confirmé l'exclusion et maintenant on nous demande en plus de trouver les moyens de la scolariser. L'idée c'était des écoles privées, tout ça. Finalement, j'ai fini au CNED et je suis très très contente parce que c'était un excellent niveau. Est-ce que ça a donné lieu à des procédures juridiques? Alors, il y avait une procédure en parallèle et la procédure a été remportée, mais alhamdoulilah. C'est la première affaire des filles voilées en 92 qui a été remportée au Conseil d'État, parce que le tribunal administratif de Paris a confirmé la décision d'exclusion et le Conseil d'État a annulé l'article qui a provoqué l'exclusion. Et pour la première fois également dans le droit administratif, le Conseil d'État, le juge, donc s'était octroyé le droit de réviser tout type de règlement intérieur de toute administration, ce qui n'était pas le cas avant, pour les rendre conformes aux principes de la Constitution et aux principes des droits fondamentaux. Et donc, au nom de la Constitution. Et l'arrêt qui est roi. Voilà, donc il y a l'arrêt qui est roi. Donc vous grandissez comme ça, dans un combat, dans une lutte. Plongée dedans. Même au niveau de votre personnalité, vous avez... Ça a structuré, après. Ça a fait de vous une personne une guerrière, guerrière. On peut dire ça. C'est vrai, parce qu'après, alors aujourd'hui, une guerrière avec beaucoup de cœur. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de, voilà, mais c'était, en tout cas, l'injustice m'était insupportable. Alors aujourd'hui, les actions que vous mettez en place, quelles sont-elles? Alors justement, après mon cursus et tout ça, donc avec la médecine, après j'ai complété ma formation en médecine avec la santé naturelle. Tout est venu également progressivement et très naturellement, c'est-à-dire une connexion avec notre nature primordiale. C'est-à-dire, en plus c'est marrant parce qu'on appelle ça la nature primordiale, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire la fitra, qui est en connexion en fait avec la nature à l'extérieur. J'ai eu il n'y a pas longtemps en interview notre sœur Aude Oumabio. Oui. Et je pense qu'effectivement vous allez complètement dans le sens de ce qu'elle a pu nous dire. Effectivement. Oui, alors le bio, tout ce qui est naturel. En fait, en vérité, les lois naturelles de l'univers qu'on va retrouver parce que dans mon évolution, donc j'ai fait la psychologie, donc après la santé naturelle en aromathérapie, une formation par les huiles essentielles. Vous avez fait un cursus universitaire à Paris 13. Voilà, c'est ça. En interculturalité. Alors un master en psychologie clinique et psychopathologie, et notamment j'avais des modules en fait en interculturalité parce que j'ai travaillé mon devoir de mémoire avec. Alors qu'est-ce que c'est que l'interculturalité? Alors l'interculturalité, c'est le fait de prendre en charge dans le domaine de la psychologie les différences culturelles, mais dans le pris comme référence limite identitaire, parce que la construction identitaire est très complexe. Et ça enfin comment dire, ça contribue en fait vraiment à structurer le psychisme, l'inconscient, et on a des héritages même transgénérationnels. Donc c'est très important de voir que quand on transculturel aussi. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est exactement ce que vous disiez. La psychologie interculturelle, elle est extrêmement importante puisque c'est le fait de tenir compte dans la prise en charge du patient et dans l'identification des symptômes de l'origine de la personne, parce que notre culture, nos traditions, nos tabous, etc. Sont constitutifs de notre identité et que donc on ne peut pas prendre en charge d'une façon globale le patient, en tout cas avoir une écoute la plus globale possible du patient si on fait abstraction de ses croyances et de ses traditions, etc. Oui, alors voilà, justement, c'est marrant parce qu'un être humain se construit dans sa complexité. Exactement. Et on peut pas y aller comme ça en fait au bourrin. Enfin voilà, comme on a actuellement, enfin voilà, des dérives de la compréhension des êtres humains. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui les sciences ou les recherches, les travaux qui sont faits dans différents domaines doivent aussi se faire à la lecture de l'islam? Moi, je pense que c'est même essentiel, et ça a donné lieu justement à l'ouverture. Donc, j'ai décidé au travers de mon activité. Donc, j'avais commencé par organiser des événements à partir de 2010. Donc, organisatrice d'événements. Organisatrice d'événements, c'est ça aussi. J'avais découvert le coaching et le développement personnel, mais vraiment dans son aspect, ce que je disais tout à l'heure, le rapport à la loi naturelle, la loi naturelle de l'homme, la loi naturelle de l'univers. C'est-à-dire que vraiment. C'est-à-dire être dans une espèce d'homéostasie, un équilibre. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des approches
approche systémique et même holistique, c'est-à-dire d'holos grec qui veut dire le tout. Et le tout, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce qu'on a perdu en termes de qualité avec qui apportait des choses intéressantes en Europe, mais qui apportait également des clivages avec la pensée cartésienne, donc de Descartes. C'est un clivage, en fait, on a voulu séparer le corps et l'âme, l'esprit, les émotions, etc. Et là, en fait, je suis dans un regroupement, c'est-à-dire quelque chose pour recréer. Concrètement, comment vous faites? Voilà, et bien en fait, j'ai créé ce qu'on appelle, ce que j'appelle la faculté de la pensée libre, et qui est en fait une structure qui vise à amener, en fait, voilà, c'est éveiller les cœurs pour éclairer les consciences. D'ailleurs, l'intelligence, c'est d'abord l'intelligence du cœur, la première des intelligences. La première, parce que c'est elle qui va donner l'intelligence l'impulsion. émotionnelle. Voilà, c'est-à-dire elle va donner l'impulsion, la direction, ça va être après avec l'esprit. Mais si on prend que l'esprit, on peut se tromper de ce qui va nourrir, et c'est ce qui a fait le dommage de la conscience n'est que pure perte de l'âme. C'est ça, tout à fait. Ben, on retrouve ça. Donc il y avait des choses, il y avait des choses même dans la tradition occidentale qu'on pouvait utiliser. Et c'est vrai que la société occidentale moderne présente des anomalies telles qu'elle s'est développée. C'est, comme René Guénon le dit, la crise du monde moderne, c'est une crise à elle toute seule. Le monde moderne est en crise, mais c'est également une crise dans l'ensemble de la succession des cycles de l'humanité. D'accord. Et qui était aussi nécessaire, c'est-à-dire que c'est comprendre en fait les cycles cosmiques pour comprendre finalement une histoire qui nous dépasse, mais une histoire dans laquelle on est inclus, parce que en fait en fait l'idée c'est d'avoir une vision globale. Le problème d'actuellement c'est vraiment d'avoir des visions très restreintes. Concrètement, quelles vont être vos actions? La faculté de la pensée libre, c'est réunir différents intervenants qui vont travailler des thématiques par exemple j'ai travaillé une thématique sur le thème de l'environnement, mais également la question de l'art, la question de la thérapie, mais la thérapie au sens large, c'est-à-dire la santé en général, donc la médecine. Guérison. Voilà, la médecine conventionnelle, donc on appelle la médecine moderne, mais donc avec les médicaments, etc. Et toutes les dérives. Et voilà, une vraie réflexion également avec tous ces domaines, donc la médecine, la santé, la psychologie. Avec un objectif de prévention, de formation. En fait, avec un objectif de comprendre finalement quelles étaient les finalités, parce qu'on s'est oublié en route. D'accord. Quelles étaient les finalités? Replacer l'homme au centre, mais au centre dans sa relation transcendantale, c'est-à-dire dans sa relation à l'être suprême, l'être créateur. Et c'est retrouver notre nature, parce que d'avoir coupé ce lien, on a placé l'homme à l'état limite de divinité, dit comme ça, et on a été dans une rupture. Voilà, et on a été dans une rupture, et la société occidentale moderne s'est construite dans une négation des principes. Et là, c'est l'idée. Voilà. Et là maintenant, on est dans une ère nouvelle qui peut nous permettre de revenir et de nous reconnecter à ces principes avec les avancées de la société, ces technologies, etc., mais de repenser les finalités, également les moyens d'y parvenir. Et donc, moi, concrètement, ce que j'apporte, ce que j'essaye en tout cas, c'est d'amener des travaux universitaires, des recherches, des choses qui ont été apportées, en fait, ouvrir comme une sorte d'université populaire, accessible à toutes et à tous, avec une plus grande accessibilité, pas autant de rigueur, parce qu'en fait, on voit qu'il y a une sorte de confiscation du savoir de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a des manières d'accéder à l'université qui peuvent être contraignantes pour des personnes. Et là, l'idée, c'est de rendre accessible des choses qui se font à l'intérieur de l'université, mais de l'extérioriser et de le rendre à la portée de tous, non pas dans une vulgarisation, mais dans une approche vraiment, en fait, redonner les outils de la conscience et de l'esprit libre, pour après donner le choix à chacun, mais en toute conscience et en toute connaissance. Très beau projet. C'est un beau projet, j'essaye en tout cas de... Alors, pour les personnes qui nous suivent, concrètement, comment on fait pour prendre contact avec vous, pour en savoir plus de l'avancée de vos travaux? Alors, la faculté de la pensée libre, il va y avoir donc là le Facebook qui va être en ligne dans les jours qui suivent. Des événements sont organisés, donc des séminaires, après des formations également, des formations avec dans tous les domaines, et notamment également dans le domaine de la psychologie, parce que je pense que c'est important de travailler, juste pour donner un exemple plus concret, sur l'approche thérapeutique. Il est important de comprendre comment... Qu'est-ce que c'est le thérapeute? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'un thérapeute? Quelle est sa place? Quel est son rôle? Redéfinir les objectifs, replacer, voilà, et replacer également le sens, le fond et la forme.
Voilà. Et puis, et d'intégrer également l'enseignement de l'islam là-dedans. Vous me direz si je dois être contredite ou pas. Clairement, ce qu'on constate dans notre communauté, en tout cas, je fais de l'ethnocentrisme, hein, dans notre communauté. La communauté musulmane. La communauté musulmane, il y a de plus en plus de dérives. Justement, vous expliquiez qu'il fallait revenir à l'essentiel, à la base, le pourquoi, de comment de chaque métier, chaque fonction. Et là, on se rend compte que pour vous donner des exemples clairs, de plus en plus de personnes se prétendent hijamistes, de plus en plus de personnes se prétendent thérapeutes, de plus en plus de personnes se prétendent naturopathes, etc. etc. Ils touchent à la santé humaine, donc à la thérapie, aux soins, sans en connaître déjà l'origine et les objectifs, et sans suivre les règles justement qu'imposent ces différents métiers. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, je pense que justement, d'avoir des bases d'enseignement, c'est bien, mais je pense que dans la question de l'être humain, on peut pas plaisanter avec la santé, que ce soit la santé liée au corps, la santé psychique, et la santé spirituelle. Parce que ce qu'on voit, par exemple, à des moments, on me demandait, mais est-ce que tu veux faire une formation en hypnose? Non, je mets un bémol là-dessus. Non pas que je critique l'hypnose en tant que telle. S'il y a des personnes qui ont déjà des formations en hypnose, je veux travailler avec eux. Et je travaille avec des personnes qui sont dans l'hypnose. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mobilise quand on est dans une séance d'hypnose? Parce qu'il faut savoir qu'on a le monde psychique, mais il y a le monde occulte. Voilà. Et donc, je sais également, et je t'ai écouté quand tu as parlé également de la Rokia Business sur Radio France Maghreb 2, et j'ai trouvé justement ton avis tranché là-dessus très intéressant, parce que je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. L'idée, c'est pas de pointer du doigt les thérapeutes, parce que je mets en place en fait des plateformes avec des thérapeutes, parce que l'idée, c'est pas d'un savoir universitaire purement théorique. Des plateformes. L'idée, c'est des plateformes également avec des thérapeutes, des personnes du terrain, même des sociologues et tout, dans les problématiques de la sociologie, notamment la question de la violence. Je travaille avec Jean-Luc Guido, qui est à l'université Paris X Nanterre, qui est un grand spécialiste, un anthropologue, et qui comprend en fait les facteurs qui vont mener les facteurs intrinsèques de la violence, c'est-à-dire que et non pas bidouiller en fait des solutions pour nos enjeux contemporains qui sont devenus de plus en plus complexes avec une société dans la mondialisation. Et qu'est-ce qu'on parle, enfin de quoi on parle quand on parle de la mondialisation, de cet espace, l'espace des réseaux sociaux, etc. Enfin, on a une interconnexion et interconnectivité qu'il faut pouvoir prendre en compte dans le développement et dans la compréhension de ces connaissances à l'aune justement de la spiritualité musulmane, qui apporte énormément, qui est vraiment un plus. Quand j'ai travaillé le colloque sur l'environnement, Inch'Allah, qui aura lieu dans les mois prochains, c'est fou en fait de voir que tous les nouveaux mouvements un peu New Age de l'environnement, du bio, etc., mais ils pourraient être complètement en fait compatibles avec le message de l'islam. Ils le savent pas. Il y en a certains qui le découvrent, parce que il y a également ce qu'on a également au niveau de la communauté musulmane, des clivages, c'est-à-dire que la communauté reste à l'intra-communautaire. Mais c'est vrai que c'est un mouvement de repli, un repli également frileux, mais un repli qui est aussi le résultat d'une montée claire et nette de l'islamophobie et des amalgames, des discriminations. J'étais victime moi. C'est un mécanisme psychique et naturel. 2 fois d'exclusion quand j'étais jeune, parce que j'ai été exclue une première fois, mais j'ai été exclue en fait au lycée. Après, ça c'était la circulaire Bayrou, etc. Enfin bon, l'exclusion peut permettre justement des replis, ou au contraire, moi j'ai fait un travail ne vaut mieux-il pas être dans un repli communautaire que dans une assimilation d'un point de vue psychologique? Oui, alors c'est un repli tant que c'est temporaire et que c'est pour retravailler notre structure interne, etc. C'est un repli nécessaire, une étape. Si ça devient permanent, ça peut poser des problèmes à terme. D'où est née cette initiative? Alors la faculté de la pensée libre, c'est un projet quand même que je travaille depuis un moment pour qu'il aboutisse à cette forme. Et c'est parti du constat que dans la société occidentale moderne, finalement, elle est fondée sur un modèle de société qui a perverti, dans ce que je disais tout à l'heure, la négation des principes, finalement, tous les domaines de l'activité humaine. Par exemple, dans le domaine de l'économie, on a eu un développement d'une économie globaliste capitaliste qui a mis le profit et l'intérêt du profit supérieur à l'intérêt en fait des vies humaines, et au point où en fait ça ne correspond pas aux finalités qui étaient des échanges entre les êtres humains, et finalement en fait ça ne respectait plus ces finalités, et on a mis l'argent
l'argent, en fait, finalement, c'est devenu la nouvelle divinité du monde occidental moderne. Et au fond, en fait, donc la faculté de la pensée libre peut travailler à mobiliser les gens, à avoir une meilleure conscience, à mobiliser des connaissances, voilà, de l'humanité, et puis travailler vraiment une véritable transformation du mode, donc une transformation globale du mode civilisationnel pour replacer le lien à la transcendance dont je parlais tout à l'heure. Donc la transcendance à l'être créateur qui est vraiment la source de la vie, le lien à sa nature primordiale et une cohésion avec donc dans les relations humaines au niveau par exemple politique, plus d'éthique en politique avec les finalités, discuter les finalités, les moyens, au niveau de l'économie. Travailler par exemple l'économie participative qui va pas, c'est le développement d'une économie mais qui est au service de l'activité humaine avec le respect des uns et des autres et non pas dans la destruction et de l'environnement et des peuples. Et puis au niveau de l'environnement, donc une cohésion au niveau de ce qu'on appelle la question environnementale. Dans la question environnementale, il y a même la notion de ce qu'on appelle le halal. Tu l'as évoqué tout à l'heure avec une personne qui travaille dans le bio. La question de l'environnement, c'est de ce qu'on mange, comment on le cultive, revenir à la question de l'agriculture, une agriculture à l'échelle humaine, etc., en incluant les dynamiques de la mondialisation pour penser la réforme, une véritable réforme, mais où on puise les sources dans l'islam également. La question de l'enseignement, la question après de tous les développements également scientifiques, c'est pour ça qu'il y a des plateformes avec des thérapeutes, des scientifiques, et l'idée de développer un centre de recherche qui pourrait faire évoluer les choses pour répondre aux enjeux contemporains, mais y répondre de la manière la plus conforme à la nature de l'homme, à la nature des gens, avec ce lien à la transcendance. Samira Karwa, donc effectivement, c'est une entrepreneuse, c'est une personne qui fait des séminaires, mais c'est aussi une thérapeute, c'est aussi une coach. Alors, comment on peut vous contacter et comment des patientes éventuelles pourraient venir vers vous? Bien écoutez, alors moi j'ai mon Facebook, Samira Karwa, mon numéro de téléphone 07 81 81 75 98. Il est également, je crois, disponible sur le Facebook. Il y a un site internet qui est en cours pour la faculté de la pensée libre, dans lequel sera largement partagé également par oui, Inch'Allah, merci. Et puis en plus, tu intégreras également, enfin voilà, très certainement dans un travail collaboratif, parce qu'il faut pas oublier que ce travail est un travail collaboratif. Il se fait avec tous les partenaires, tous les volontaires. Tous les acteurs. Voilà, tous les acteurs et surtout, chacun a son niveau de collaboration. Chacun module. C'est une collaboration modulable. Voilà. Et chacun en fonction de ses disponibilités, de ce qu'il a envie d'apporter, de ce qu'il est possible qu'il apporte en fonction de son emploi du temps. Donc c'est vraiment une plateforme, en fait, c'est un peu l'ubérisation de la connaissance, tu vois. Parce que c'est voilà un très beau un très beau modèle et concept. Donc voilà, donc il y a le Facebook aussi qui est en cours. Et puis Inch'Allah, voilà, après d'autres coordonnées qui seront données. Merci beaucoup, Barakallah Fik, Samira Karwa, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'espère avoir l'occasion de pouvoir développer d'autres thématiques avec vous. Et en tout cas, encore merci et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, Barakallah Fik. Salam alaikum.